Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à tous. On est réceptifs. Au moins ça, au prochain. Alors, cette semaine, après qu'on a parlé la semaine dernière, on a parlé sur le 5 langages d'amour, on va parler cette semaine sur les disputes, on va dire le conflit et la réconciliation. C'est un point qui est très important. Pourquoi il est important? Parce que nous tous on se dispute. Et disputer, ça fait partie du vie de couple, et pas seulement du vie de couple, ça fait partie du vie de tout le monde. Et la façon comment on vit dans ce monde ici, que ce sera en couple, avec des amis, avec les enfants, au travail, on est tout le temps en train de se mettre en conflit. Le conflit, c'est là qu'il peut ramener des choses. Entre parenthèses, ici, on le connaît malheureusement très très bien, on ne va pas trop rallonger là-dessus, mais le conflit, on le connaît tous très bien. L'histoire du conflit, c'est qu'est-ce qui se passe après le conflit. On va commencer. On a l'habitude de penser que tout le monde, c'est quoi un vrai couple, un couple modèle? C'est un couple qui ne dispute pas. Mais c'est pas. Pourquoi? Un couple qui ne dispute pas, c'est pas un couple. Un couple qui ne dispute pas, c'est pas un couple. On va expliquer. On va comprendre c'est quoi disputer. On va comprendre c'est quoi le but de se disputer. On va comprendre qu'est-ce qu'on peut gagner en disputant. On va essayer de comprendre tout ça ensemble, Tata. Mais avant tout, il faut le savoir, un couple qui ne dispute pas, ce n'est pas un couple. Pourquoi? Alors il y a un midrash. Dans Parashat Bereshit, c'est écrit, il y a un midrash qui est assez connu, c'est écrit dans le midrash, quand Akadosh Baruch Hu, il voulait créer Adam Rishon, c'est écrit qu'il a parlé avec les malachim, avec les anges. Il leur posait la question, est-ce que c'est conseillé de créer Adam, un être humain sur terre, ou pas? C'est écrit dans le midrash que le il avait deux parties, il y avait deux groupes. Un groupe disait oui, c'est bien, il faut le faire. L'autre groupe disait non, il ne faut pas le faire. C'est que le premier groupe, le premier groupe c'était le chesed. Chesed c'est le bonté, il a dit Ivra, il faut créer Adam Rishon. Pourquoi? Shekulo malé chasadim. Tout son âme et son être vivant, c'est être avec de bonté, c'est aider tout le monde, c'est la gentillesse. Par contre, le Emet, la qualité qui s'appelle vérité, elle a dit non, l'oïvre. Il ne faut pas créer Adam Rishon, il ne faut pas créer l'être humain dans ce monde ici. Pourquoi? Parce que Shukulo malé shekerim, il est seulement de mensonges, il est rempli de mensonges. Tzedek, la justice, a dit il faut créer Adam Rishon. Pourquoi? Parce que lui, il cherche la justice. Un être humain qui voit l'injustice, il se révolte, ça lui dérange. On le connaît très bien, ça dépend qui, ça dépend comment. Mais dans les sentiments, sentimental à l'intérieur, quand je me sens l'injustice, je me révolte contre ça. Veshalom Amar, et la qualité de la paix, a dit Loïm, il ne faut pas créer un être humain dans ce monde. Pourquoi? Shekulo Ketata. Parce que lui-même, il est rempli de bagarres. C'est-à-dire que l'être humain, c'est un bagarreur. Depuis le départ, depuis la création d'Adam, des êtres humains, il était créé comme un bagarreur. Depuis le départ. La question, c'est quoi? C'est pourquoi? Pourquoi Hachem, il a fait l'être humain qui va se bagarrer tout le temps et il ne va pas être calme? Qu'est-ce qu'il y a le mieux de s'asseoir à côté de la plage, regarder les vagues et être tranquille? Pourquoi tout le temps on cherche se bagarrer? Pourquoi? Et nous tous on est comme ça, c'est pas que moi et c'est pas que vous. Chaque personne que vous rencontrez dans votre vie, c'est une personne qui va se bagarrer. Pourquoi? Si vous avez connu, moi je ne l'ai pas croisé en tout cas, il y avait une personne, un philosophe qui s'appelait Aristote. Aristote c'était un des plus grands philosophes dans la génération du monde, et il a écrit une phrase, donc lui il a écrit en grec, et en français sa phrase, elle veut dire chaque chose se formant avec le conflit. C'est-à-dire, les bases des choses de ce monde-ci-là sont basées sur les conflits. Parce que la vie est un combat. Comment? Parce que la vie est un combat. Et pourquoi la vie est un combat? Tu n'as pas répondu à la question. Et c'est ça qu'Aristote te dit. Chaque chose se forme dans ce monde avec les conflits. On va essayer de comprendre ensemble. Si maintenant je vais essayer. Peut-être que parce que c'est que en combattant qu'on réussit, qu'on a la satisfaction d'avoir réussi.
Alors, pour toi, le combat, c'est pour la satisfaction qu'il y aura après? Peut-être. Ça m'étonne. Non. Pour être satisfait, il faut faire un combat, c'est un peu, pour moi, c'est un peu trop. On va comprendre ensemble ça déjà. Si on va essayer d'analyser profondément, c'est quoi un conflit? C'est quoi un conflit? On va être obligé à expliquer qu'est un conflit. C'est pas moi qui le dis. Si vous connaissez le dictionnaire Larousse, là-bas c'est écrit clairement qu'est un conflit. C'est quand on a deux puissances qui se croisent. Puissance, ça peut être de pays, ça peut être de groupes, ça peut être dans la politique, ça peut être aussi entre deux personnes. Deux personnes, pour nous, c'est des puissances différentes qui maintenant qui se croisent, qui ne se mettent pas d'accord entre eux. Quand on a deux puissances qui n'ont pas le même pensée, ils pensent différemment, automatiquement, il y a un conflit qui se met sur place. Et ce conflit-là, pourquoi il est là? Premièrement et simplement, c'est parce que c'est écrit que Shem shepartzufehem shonim, car deotehen shonot. C'est une phrase qui est écrite beaucoup de fois, chaque fois c'est écrit différemment. Des fois c'est écrit Shem shepartzufehem enam shavim. Bon, bref, c'est pareil. Comme notre visage sont différentes, nos pensées sont différentes aussi. Exactement comme on ne trouvera jamais une personne qui est exactement ressemble dans tous les détails comme une autre personne. Il y aura toujours des différences dans les yeux, dans les nez, sur la bouche, etc. Donc pareil dans les pensées, on aura toujours une différence entre une personne ou autre. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, on a parlé pendant presque tous les shiurim, presque. Chacun, c'est un orgueil. Chaque personne, chaque être humain, en ce monde ici, c'est un orgueil. Donc moi, je pense que mes pensées à moi, c'est les meilleures pensées du monde. Il n'y a personne qui pense mieux que moi. Et la preuve, c'est moi qui vous donne les shiur, c'est pas vous qui vous donnez les shiur. Pourquoi? Parce que c'est moi qui sais mieux que vous. Forcément, non? Vous êtes d'accord avec moi? Si c'est moi qui donne les shiur. Mais exactement comme moi je pense ça, il y a monsieur Intel qui pensera exactement comme moi. Que lui, ses pensées à lui sont bien meilleures que mes pensées à moi. Chaque personne y pense que ses pensées, c'est les seules pensées qui peuvent exister dans ce monde. Et tout le monde doit se mettre d'accord, en accord avec lui. Pourquoi? Parce que lui, il a raison et pas les autres. Au moment donné que moi je pense ça, et la personne qui est en face, ce sera mon patron, mon collègue de travail, mon fils, ma fille, ma femme, mon partenaire de vie, il pensera comme moi, juste la sens inverse, parce que pour lui, c'est lui qui a raison et n'est pas moi. On a les deux puissances qui se croisent. Les deux puissances qui se mettent en conflit, qui se mettent en combat, et la question, qui va baisser la tête le premier pour accepter l'avis du deuxième? Tant qu'on ne va pas baisser la tête, ça ne marchera pas. Tout dans ce monde-ci-là, il est basé sur le conflit. Vous voulez une preuve? Regardez toutes les séries télé, tous les films. Ce sera les films d'horreur, les films de commentaires et tout ce qu'on a envie. Regardez les bouquins, regardez les conférences. Tout se base sur un conflit. Dans chaque endroit, il y aura un conflit. Chaque conflit est différent. On peut faire un film avec un conflit qui est énorme et on peut faire un autre et le conflit il va être plus petit. C'est possible. Mais dans toutes les séries télé, dans les films, dans tout ce que vous allez voir, toujours il y a un conflit. Sans conflit, c'est pas intéressant. S'il n'y a pas de conflit, c'est pas intéressant. S'il n'y a pas de conflit, je ne vais pas écouter. Quand on écoute une conférence, on ne va pas écouter une conférence sur quelque chose qu'on connaît déjà. On ne va pas aller dans un shiur qui va m'expliquer c'est quoi les aleph-bet. Je connais déjà les aleph-bet, ça ne m'intéresse pas. Que par contre, je vais aller écouter un shiur qui m'expliquera des choses que je ne connais pas. C'est un conflit avec moi. Moi, dans mes réflexions, dans mes pensées à moi, je ne les connais pas. Ça m'intéresse de l'entendre parce que là, ça rentre en conflit avec mes pensées à moi. J'accepte ou j'accepte pas. À ce moment-là, c'est là que je vais aller écouter. Je vais regarder un film qui va être intéressant. Comment il est intéressant? Il y a un conflit dans le film. Histoire d'amour, histoire de terreur, histoire d'horreur, je ne sais pas. Il y a plusieurs sortes, je ne connais pas trop. Mais quand on rentre dans les films ou dans les séries, ça marche, ça se base exactement sur la même chose. Sans ce conflit, le monde, il ne peut pas tenir. Pourquoi?
Parce que chaque personne, pourquoi il veut faire les choses qu'il a envie de faire, c'est seulement parce que l'autre, il a aussi. Je veux dire, nous tous, on peut vivre dans un appartement avec 3-4 pièces. On n'a pas besoin de plus que ça. Alors, si on a un peu plus d'enfants, on rajoute encore quelques pièces pour les enfants. Mais en grand, d'avoir une grande villa avec un grand jardin, avec une grande piscine et avec tout ce qu'il y a à côté, on n'est pas obligé. Et même si maintenant j'ai raconté l'histoire il y a quelques shiurim en arrière, j'ai une grande villa au Hachem, avec beaucoup d'espace et beaucoup de choses que j'ai besoin, beaucoup de tout ce que j'ai envie. Quelques jours après, il y a mon voisin à côté qui va rénover sa villa, il va faire une villa qui est meilleure que la mienne, que la sienne. Qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Je vais rénover aussi. Pourquoi je vais rénover aussi? Mais la villa que tu as fait, c'est la villa qui te convient exactement et parfaitement. Qu'est-ce qu'il y a à refaire ta villa? Nous tous, on est basés sur le conflit. Il n'y aura personne qui va être mieux que moi. Non. Moi, je suis le meilleur. Grâce à ça, on a des professeurs. Grâce à ça, on a des grands rabbins. Grâce à ça, on a des grands avocats. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit. Moi, je n'ai pas envie d'être comme les autres. Je veux être une personne supérieure. Et pas que moi. Vous aussi. Chaque personne dans ce monde ici, il essaye d'être plus élevé que les autres. Au moment qu'il essaie d'être plus élevé que les autres, il se rentre en conflit avec les autres. Forcément. On est d'accord ou pas? On est d'accord? Très bien. On va continuer. Tout ce qu'on a dit maintenant, ça ne veut pas dire du tout que le conflit, ou plutôt la dispute, est mauvaise. C'est-à-dire, un conflit, il est inévitable. On ne peut pas éviter un conflit. Pourquoi on peut éviter un conflit? Simplement, moi je pense que si maintenant on n'en a pas d'argent, on ne va pas acheter les soldes. Et ma femme elle pense que même si on n'a pas d'argent, on va faire les soldes. Les soldes ça commence demain. On est tous d'accord. Moi je pense que si maintenant il n'y a pas d'argent dans le compte, c'est pas la peine de faire. Et ma femme elle pense, mais de toute façon, si je ne l'achèterai pas maintenant, je devrais l'acheter dans 3 semaines. Vaut mieux d'acheter maintenant moins cher que dans 3 semaines, prix plein. Et moi je dis à ma femme, peut-être, mais on ne peut pas. Et ma femme me dit, je sais qu'on ne peut pas, mais ça vaut la peine. Qui a raison? Moi j'ai raison parce que j'ai pas d'argent, ou c'est ma femme qui a raison parce qu'après elle va acheter de toute façon, donc on achète à 50% maintenant? Le 2, comment c'est possible? Deux visions. Hein? Deux visions. Ça veut dire que le 2 ils ont raison ou le 2 ils n'ont pas raison? Je n'ai pas compris. Les deux, ils ont plus ou moins raison, ça dépend par rapport à ce qu'ils pensent, ils ont l'air d'avoir raison. Alors, le 2 ils ont raison et le 2 ils n'ont pas raison. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir raison dans des sortes de choses pareilles. Pourquoi? Ça c'est le conflit. Il y en a 2 avis. Moi je pense comme ça, elle pense comme ça. Elle ne pourra jamais me dire c'est moi qui ai raison. Parce que moi je lui dis non, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui gère le compte, c'est moi qui ai raison. C'est vrai que c'est toi qui fais les courses, mais c'est moi qui fais les comptes. Donc moi je ne pourrais pas dire non plus non, tu n'as pas raison, parce que de toute façon, elle devrait acheter tout ce qu'elle va acheter. Ça c'est un conflit. C'est normal. Le conflit, j'ai pris le solde, mais ça peut être où il y a les Shabbat, où il y a les en vacances, ou acheter un appartement. Qu'est-ce qu'on doit préparer pour le repas de midi? Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Pour tout. Pour tout. Le fait qu'une personne il veut ça et l'autre il veut autre, automatiquement, c'est un conflit. Le conflit, il est là. La question, c'est pas est-ce qu'il y aura un conflit ou pas. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ce conflit. Est-ce que le conflit, il va rester dans la statue de conflit, ou bien, où il va passer un statut? Il va devenir une bagarre, une dispute. Un bagarre, une dispute. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, est-ce que ce conflit-là, je vais l'influencer? Je vais utiliser ce conflit pour faire exactement l'inverse, faire une communication profonde et faire, on va dire, des paroles verbales avec ma femme, avec mon partenaire pour essayer de comprendre profondément qu'est-ce que lui pense et qu'est-ce que moi je pense, et avec ça on peut influencer notre vie de couple. Ou bien, on va oublier notre âge
et on va redescendre en arrière en CP ou CE1, quand les enfants ils commencent à se battre pour rien du tout, mais ils ne s'arrêtent pas de se battre, c'est leur âge. Est-ce qu'on va se disputer selon notre âge? Donc, on va prendre ces conflits, on les laisse en conflit, et on va essayer d'influencer notre vie grâce à ce conflit-là, ou bien, avec le conflit, on va s'arrêter, et on va se disputer avec lui. Qui décide? C'est que nous. C'est que moi, c'est que ma femme, c'est que mon mari, c'est que nous qu'on va décider comment ça va se passer. Et comment on va le faire? On va essayer d'expliquer les hommes Hachem. On raconte qu'il y avait un couple qui était marié pendant longtemps, et tout le temps en train de discuter. Tout le temps. Lui il dit ça, elle dit ça, elle dit ça, lui il dit l'inverse. Sa femme elle savait, je veux dire quelque chose, je veux dire que c'est noir, il va dire que c'est blanc, je veux dire que c'est blanc, il savait déjà. Ils sont restés ensemble parce qu'il y a des enfants, il faut le marier, etc. Lendemain de mariage du dernier enfant, la femme elle a dit à son mari, allez, le moment de salut est arrivé, viens on passe à la rabbanoute, et on fait le get, le divorce. Et son mari dit, pas de problème, t'as raison. Juste avant, j'ai une petite demande à te demander. Avant qu'on passe à la rabbanoute, juste en bas, il y a un magasin qu'ils ont ouvert il n'y a pas longtemps, c'est un couturier. Viens avec moi, on achète 2 peignoirs, pas forcément devant, 2 peignoirs, et sur le peignoir, on va aller au couturier en bas, on va écrire dessus le peignoir du colère. C'est-à-dire que si quelqu'un il veut s'énerver sur l'autre, il doit mettre ce peignoir. Avant qu'il ait mis le peignoir, il s'énerve pas. Impossible. Tu mets le peignoir et tu t'énerves. Donc ça fait dit, écoute, ça fait quand même 40 ans qu'on est ensemble, je ne vais pas te dire on va comme ça. Si vraiment tu as envie, allez, je fais avec toi. Ils vont ensemble, ils vont choisir le peignoir. Lui il prend un peignoir bleu, elle prend un peignoir rose, pourquoi pas. Avec ça, ils vont chez le couturier en bas. Le couturier écrit le peignoir du colère. De la colère. Pas de problème. Chez lui et chez elle. Le deux, ils rentrent à la maison, ils rentrent dans leur chambre, ils mettent le peignoir comme il faut sur un cintre, et ils les posent dans la boîte. Au sortant de la chambre, le mari, il fait une petite blague à sa femme, il met le pied, sa femme, elle a presque tombé, et en tombant, presque, elle n'est pas tombée, mais au prochain. Mais juste après, cette méchanceté un petit peu qu'il a fait, elle commençait à s'énerver, à rentrer dans les couleurs, et elle se dit, attention, tu veux t'énerver? Tu veux le peignoir? Avant le peignoir, tu ne vas pas t'énerver, ça ne marche pas comme ça. Non, avec le feu à l'intérieur, tu vas faire ça. Avec le feu à l'intérieur, avec la colère que la femme veut le manger tellement il n'est pas sympa avec elle, elle essaye de mettre un peignoir. Est-ce que vous avez essayé une fois de vous habiller énervé? Impossible. La main ne rentre pas. Même si on va essayer plusieurs fois, la main ne rentre pas à l'intérieur. C'est pas possible. Toute la soirée, elle a passé à essayer de mettre le peignoir. Lui, en même temps, il a essayé aussi. Et il s'est endormi comme ça. Je sais pas s'ils sont divorcés à la fin ou non. Mais l'idée est là. L'idée est là. C'est beau? C'est beau. Mais ça veut dire, on s'énerve. C'est normal. Si on va essayer d'encadrer notre colère, ça va être beaucoup plus facile à s'énerver. Juste une anecdote que moi je me rappelle quand j'étais en Heider, à Yerushalayim, il y avait des classes qui avaient l'habitude de discuter beaucoup, plus que les autres. On était des enfants, c'est normal. Et après qu'on a fait dans le mitzvah, il y avait le Mefakeach, qui s'appelle Rav Shlomo Shapira. Il nous avait dit quelque chose qui est très sympathique. Il a dit, vous êtes déjà dans le mitzvah, vous avez déjà 13 ans. Vous avez raison. Vous êtes énervé sur l'autre, vous avez raison. Forcément, il a fait quelque chose qui est inacceptable. Et tu as raison de t'énerver sur lui. Tu as même le droit de le frapper si tu veux. Juste avant de le frapper, tu mets ton chapeau et ta veste. Et avec ça, tu as raison. C'est une mitzvah pour toi de le frapper maintenant. Chapeau et veste, quand tu fais la tefila, tu mets mon chapeau et veste. C'est pareil. Au moment que je mets ta chapeau et veste, je vais pas le frapper. C'est ça. Ça marche ensemble. Si tu vas mettre le peignoir de la colère, tu vas pas t'énerver. C'est exactement comme ça. C'est comme ça que ça marche. Et c'est l'idée qui se cache derrière. Il y a des couples qui ne se disputent pas. Non. Il y a des couples que leur conflit, ils seraient dans le conflit. Donc, ils se disputent. C'est pas possible, parce qu'un couple modèle que tu le connais pendant 10 000 années pour toi, et tu vas dire ils ont jamais disputé, si tu vas leur poser la question à eux, est-ce qu'il n'y a pas de différence de pensée entre vous, ils vont te dire bien sûr que si. Mais on sait gérer. C'est ça.
La différence, elle est là. Est-ce qu'on sait gérer le conflit ou bien on ne sait pas gérer? Et à ce moment-là, ça devient une dispute. Alors, je vais expliquer dans quelques minutes, je vais rentrer un peu plus en détail. Comme je disais, une dispute ou un conflit, c'est important. Pourquoi c'est important? On s'imagine maintenant, je marche dans la rue dehors, on est mois de juillet, pour des chenouses, et quelqu'un il vient chez moi et dit monsieur le rabbin, vous savez, maintenant c'est la période hivernale. Qu'est-ce que je vais lui faire? Lui faire Michel Berachavotelou, Zat Hashem, Hashem va t'envoyer, Zat Hashem va refouach les mains, tu auras de bonne santé, tu vas bien comprendre que Tammuz, juillet, c'est pas l'hiver, non, pas du tout. Que par contre, c'est ma femme qui va me dire, écoute Hashem, tu sais, maintenant c'est pas l'été, c'est l'hiver. Je vais dire pareil, je vais dire Michel Berach, il me tourne de choses, là, je vais m'énerver, je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est pas l'hiver maintenant, mais tu vois pas, il fait chaud. Qu'est-ce qui va se passer dans la vérité? Et pourquoi? Pourquoi si c'est une personne que je connais pas, je vais lui faire un Michel Berach avec tous les brachot du monde, et si c'est ma femme, ça va être l'inverse. Qu'est-ce qu'il y a? Ça doit être l'inverse. Et quelle est la réponse? La personne qui me dit maintenant des bêtises ou des choses qui vont m'énerver, il va pas réussir à m'énerver. Je m'en fous de lui. C'est pas le fait qu'il me dit quelque chose, il touche mon orgueil, il touche pas mon ego. Sa pensée à lui, pour moi, elle vaut zéro. Donc le fait qu'il me dit des choses, au max, je vais regarder, je vais tourner mon doigt et je vais continuer. Pas plus que ça. Que par contre, quand c'est ma femme qu'elle me dit, là c'est une pensée que je n'ai pas acceptée. C'est une pensée que je n'accepte pas. Là je vais la battre. Je vais la battre. Il y aura le conflit. Il y aura le conflit si je ne fais pas attention. Il y aura bagarre. Il y aura la dispute. Et où ça peut se terminer? On ne sait pas. On ne sait pas où ça peut se terminer. On raconte une fois, pour donner un peu des exemples comment on peut travailler la dispute correctement. On raconte une fois, et je l'ai raconté déjà une fois avec la cassette ici Shabbat, il y avait un père avec son fils. Les deux, ils étaient pauvres, ils n'avaient pas d'argent, ils avaient un seul manteau. Un seul manteau, pas plus que ça. Le père disait, le manteau, il me convient à moi. Je vais travailler. Bon, c'était pas Tammuz, c'était pas juillet, c'était mois de janvier, il faisait froid dehors. Le père il disait, écoute, je vais travailler pour que toi tu peux étudier la Torah. Donc le manteau, il me doit. Comme ça, je peux travailler correctement et j'ai pas froid. Et le fils il a dit, mais attends papa, c'est l'inverse. Toi tu vas travailler, pourquoi? Pour que je puisse étudier la Torah. Et si j'ai pas le manteau, j'ai froid. Si j'ai froid, j'arrive pas à étudier. Donc le manteau il me convient à moi. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils sont partis chez un rabbin. Alors, je ne dirai pas le nom, parce que j'ai entendu sur plusieurs. Donc, je préfère dire qu'ils sont partis chez un rabbin, comme ça, chaque personne, il a son honneur pour lui. Ils sont partis chez un rabbin. Et le rabbin, il a dit, il a réfléchi. Écoutez, votre conflit, il est problématique. Revenez demain pour me poser la question. Par contre, je vous demande une seule chose. Demain, inversez les réclamations. Toi, le papa, tu travailles sur la réclamation de ton fils. Et toi, le fils, tu me donnes l'opinion de ton papa. Venez comme ça demain pour savoir comment on va décider. Ils ne comprennent pas vraiment qu'est-ce qu'il veut monsieur le rabbin. Ils rentrent chez eux à la maison. Le lendemain, ils reviennent chez monsieur le rabbin. Ils tapent à la porte. Le rabbin ouvre la porte. Le chavod, venez, asseyez-vous. Et là, à ce moment-là, le fils, il commence à faire un discours. Un joli discours pour expliquer en fait le manteau. C'est mon papa, le pauvre. Il va travailler dans la rue. Il fait froid. C'est lui qui travaille. C'est à lui. Et le père, l'inverse. Mais chas v'shalom, mon cher garçon. Toi, tu vas étudier la Torah. C'est le plus important. Grâce à ta Torah. Bon, je vous laisse imaginer la fin de l'histoire, comment chaque personne il a fait son discours. À ce moment-là, monsieur le rabbin, il a sorti une enveloppe. Et il a dit, vous deux, vous avez raison. Tenez cet argent. Prenez cet argent. Comme ça, vous allez acheter un deuxième manteau. Le père il a dit, je ne comprends pas. Cet argent, vous l'avez eu déjà hier. Qu'est-ce qu'il fallait attendre aujourd'hui pour nous donner? Vous pouvez donner hier, comme ça après on est plus tranquille. Et le rabbin il a dit, hier chaque personne, il a expliqué pourquoi le manteau il le doit à lui. Le manteau il me doit à moi, parce que je vais travailler. Le manteau il me doit à moi, parce que je vais étudier. Donc moi aussi je me suis dit, l'argent il me doit à moi, parce que j'ai besoin d'acheter des choses à la maison. Que par contre, aujourd'hui que vous êtes venu pour me dire, le manteau, il le doit à lui, parce qu'il va travailler. Le manteau, il me doit à mon fils, parce qu'il va étudier la Torah. Donc mon argent aussi, il vous doit, parce que vous avez besoin d'un deuxième manteau. Si on va inverser notre réclamation, alors je ne dirais pas que maintenant, chaque fois qu'on va avoir un conflit, on va avoir une dispute, je vais dire, attends, mon chéri, je veux lui dire qu'est-ce que tu vas dire. Non, ça cher.
on va rien gagner. Mais ça veut dire qu'au moment que j'ai un conflit avec l'autre personne, avant de monter dans les étapes, et avant de se calmer aussi, je répète qu'est-ce que l'autre il a dit. Le fait que je vais répéter qu'est-ce que ma femme elle m'a dit, ou qu'est-ce que mon mari il me dit, pas seulement je comprends correctement qu'est-ce qu'il voulait dire, je peux comprendre beaucoup mieux sa réclamation. Pourquoi? Parce que quand on en parle, quand on se dispute, quand on a un conflit, chaque personne, il est encadré, il est enfermé dans sa pensée, dans sa réclamation, sans pouvoir ouvrir un peu d'esprit pour écouter l'autre côté. Et au moment qu'il répète la réclamation de l'autre, automatiquement, il a ouvert son esprit. Il a laissé l'autre pensée rentrer à l'intérieur. Il n'est plus enfermé comme il était avant. Et peut-être, il pourra comprendre mieux. J'ai pris quelques règles, comme j'ai l'habitude de faire normalement, pour essayer de comprendre comment on se dispute correctement. Donc c'est plutôt de la serrette de l'autaracée, d'interdiction à ne jamais faire. Et pourquoi à jamais faire? C'est simple. On avait dit avant, je ne vais jamais me disputer avec quelqu'un que je ne connais pas. Quelqu'un qui vient chez moi dans la rue, qui commence à me parler de mal, je continue le chemin, j'évite, je ne le regarde même pas. Que par contre, je dispute avec une personne qui est chère, une personne qui est proche. C'est-à-dire, plus la personne est proche, plus ma femme elle va être proche à moi, mon mari va être proche à moi, c'est plus une raison de discuter avec lui, avec elle. On est d'accord ou pas? Plus on est proche, on n'est pas éloigné, plus je vais discuter avec lui. Pourquoi? Parce que c'est important pour moi qu'il accepte mon opinion et mes pensées. Donc plus la personne est plus proche, plus je vais me disputer avec lui. C'est quoi le but? Où je vais arriver? Je vais discuter avec lui pourquoi exactement? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je vais prouver que j'ai raison. Et si je veux prouver que j'ai raison, qu'est-ce que je vais gagner? C'est pour l'écraser? C'est pour le calmer. Mais c'est pas pour l'écraser, finalement. Ça veut dire que quand je parle avec mon partenaire, quand je discute avec lui et quand je dispute avec lui, c'est pas pour être contre lui. C'est pour le prouver que j'ai raison. C'est pour le calmer. Mais c'est jamais pour l'écraser. On est d'accord ou pas? Vous êtes madame Chikrit, on est d'accord? Alors je vais vous poser une question. Si on est tous d'accord, pourquoi quand on s'énerve, on trouve le zoo chez nous à la maison? J'ai pas envie, le zoo. J'ai pas envie de parler des mots pas très sympathiques à la bête à Knesset, mais quand on se dispute avec quelqu'un, on le traite de quoi? D'un âne, d'un chien, d'un je sais pas quoi? Connard. Bon, ça, c'est la bête à Knesset, on va pas aller jusque là-bas. Mais, on commence à discuter avec quelqu'un, on le traite de je sais pas quoi. Chameau. Je sais pas quoi. Chameau, ça peut être aussi, ça va Non, c'est pas bien chameau. Chameau, c'est pas bien. Ouais. Pourquoi? Est-ce que le fait que je vais lui dire qu'il est comme ça, il va comprendre ce que je lui dis? Non. Il va se calmer? Non. L'inverse. Si je ne dis rien, on fait rien, il va se calmer automatiquement. Alors, peut-être je peux pas ne rien dire. Parce que si je dis rien, c'est moi qui est énervé, c'est moi qui est en colère, parce que moi aussi je vais parler. Mais il faut faire attention à comment je parle, finalement. Parce que si je parle dans une façon qui n'est pas correcte, je vais rien gagner, au contraire, je vais seulement perdre, pas plus que ça. C'est pour cela. La violence, premièrement, c'est interdit. C'est quoi la violence? La violence physique, la violence verbale, la violence religieuse, la violence financière, la violence dans l'écrit. Chaque sorte de violence pendant une dispute, elle est interdite totalement. Pourquoi? Parce que plus je suis violent, plus mon partenaire s'éloigne. Et tout ce que j'ai envie, c'est quoi? Se le rapprocher. C'est qu'il accepte mon opinion. Si maintenant,
je suis violent contre lui, est-ce qu'il va accepter? Jamais de la vie. Contraire. Contraire. Que le contraire. Violence interdite. Toutes sortes de violences. Deuxièmement, toutes les sortes de mépris, interdit. Un mépris, il y a plusieurs choses qui en même temps. Toutes les sortes de mépris, c'est interdit. Pourquoi? Pareil. Si j'ai envie d'être en communication avec quelqu'un, j'ai envie d'approcher une personne, et quand tu me parles, je l'ai mépris, pas seulement qu'il ne doit pas se rapprocher, il va s'éloigner énormément. Troisièmement, jamais parler de divorce pendant les disputes. Jamais. Jamais. Pour nous les hommes, c'est rigolo. Pour les femmes, pas du tout. Une femme qui entend le mot divorce, pour elle, c'est comme si elle est déjà divorcée. Revenir d'un moment que pour elle, elle est déjà divorcée, c'est très compliqué. C'est pour ça, jamais parler des divorces pendant une dispute. Des fois, tu as des femmes, elles veulent arriver à ce niveau-là. Elles veulent arriver à ce que le mari il lui dit que je en divorce. Ouais. Je ne peux pas en connaître sur deux causes. J'imagine bien. J'imagine bien. C'est pour lui faire peur. Il ne va rien gagner. Et ça, c'est le quatrième. Il n'y a jamais de la place pour les menaces et les punitions. Jamais. Menaces et punitions pendant une dispute, encore une fois, on descend. On revient à l'âge de CP. Attention, j'ai appelé mon père c'est un policier. Et alors? C'est tout, on n'a pas cet âge. Fais attention, si tu ne m'écouteras pas, on n'a plus cet âge. On a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, on n'a plus cet âge. Pas de place pour des menaces et pour des punitions dans les disputes. Alors, j'ai une question à te poser. Si une femme s'énerve après son mari, mais très cruellement, d'accord? Le mari, au bout d'un moment, il dit, moi je dois avoir ma place dans la maison, donc il peut crier plus fort qu'elle. Ça va arriver à quoi? Rien. Ça va arriver à une dispute pour rien et ça peut jamais arriver à un divorce. La solution, c'est pas recrier. C'est pas si elle crie, donc moi aussi je crie. La solution, c'est soit divorcer, comme ça on se casse pas la tête, soit il aller voir un conseiller de chemin. Et lui, il pourra montrer à chaque personne la façon comment il faut faire. À la dame comme au monsieur. D'accord? Donc les deux veuillent. En Israël, ils ont une solution qui est très bien pour ça. En Israël, pour avoir un acte de divorce, il faut avoir une attestation que vous étiez chez un conseiller de chemin. C'est bien. Comme ça, on sait qu'on ne peut rien faire. On ne peut pas faire plus que ça. On ne peut pas se disparaître au milieu d'une dispute. Disparaître. C'est-à-dire, ça arrive très souvent de disparaître, pas forcément physiquement. Pas forcément. Ça arrive, on se dispute. À un moment donné, le mari, l'homme, il a plus la tendance à faire ça. Le mari, il en a marre d'entendre tous les discours que sa femme est en train de faire. Donc, il ferme. Il ne ferme pas ses yeux, parce que ses yeux sont toujours ouverts, mais il ferme ses oreilles. Il est ici bloqué, exactement comme au musée Grévin. Il est comme ça, en train de regarder, mais vraiment pas en train d'écouter, en train de rien avoir dans sa tête. Il ne réagit pas, il ne répond pas. On ne se disparaîtra pas au milieu d'un dispute. C'est pas comme l'honneur de ton partenaire, c'est d'être avec lui quand il est en colère. Exactement que quand toi tu es en colère, tu veux que ton partenaire sera avec toi. C'est pareil, c'est mépriser. Si tu disparaître, même physiquement, j'en parle même pas. Même si physiquement tu es là, mais moralement tu n'es pas là, tu n'écoutes pas vraiment qu'est-ce qu'il dit, ça ne marche pas. C'est le moins de choses, c'est d'écouter qu'est-ce que l'autre personne y fait, qu'est-ce que ton partenaire il a envie de toi. On ne peut pas se disparaître dans la dispute, ça ne marche pas comme ça. Et quand il y a des enfants au milieu, cher. Je vais arriver aux enfants. C'est très important, c'est les enfants. On ne peut jamais laisser un dispute sans rien faire. On a la tendance des fois à penser, on a oublié,
on néglige, on laisse à côté, on oublie et on continue la vie. Une dispute qui n'était pas résolue, elle ne va jamais être oubliée. Même si sur le moment, on va l'oublier, c'est normal parce qu'on oublie, on est des êtres humains. Au moment qu'il y aura un autre conflit, au moment qu'il y aura une autre dispute, tout va revenir en arrière. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Tu te rappelles, il y a 15 ans en arrière, quand on était chez mes parents, une fois tu m'as pas dit bonjour quand tu t'es levé le matin. Elle se rappelle encore maintenant. C'est une femme, c'est normal. Si on ne va pas essayer de résoudre les disputes immédiatement, si on n'a pas résolu le problème, si on va négliger, toujours ça va revenir. On ne sait pas quand, mais toujours ça va revenir. 6e. 7e. Il y a quelque chose qui est très 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 mauvais. C'est très mauvais. Beaucoup de couples, ils ne maîtrisent pas leur dispute. Et quand ils ne maîtrisent pas leur dispute, dès qu'il y a un dispute, ils se disputent. Après qu'ils se disputent, ils se calment, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se réconcilier. Où ils se disputent? Partout. Devant des invités, devant les enfants, devant les parents, dans la rue, dans un hôtel. Où ils vont se réconcilier? Dans la chambre, entre eux. Alors, si c'est les parents, c'est pas très grave. Si c'est des invités, c'est leur problème. Mais si les enfants, ils voient leurs parents en train de disputer tout le temps, mais ils ne voient pas leurs parents se réconcilier, ils ne sauront pas demander pardon. Ils ne sauront pas s'excuser. Premièrement, on ne se dispute jamais devant les enfants. Même si on n'est pas d'accord, les disputes, on va les faire dans la chambre, pas ici. Que par contre, c'est réconcilier, ça on le fait devant les enfants. Comme ça, on donne un enseignement pur aux enfants, comment il faut se réconcilier, comment on demande pardon, comment on s'excuse, et comment aussi on accepte le pardon, comment on excuse en même temps aussi. C'est dans les deux sens, obligatoirement. Jamais devant les enfants, les disputes, et toujours devant les enfants, la réconciliation. Toujours. 8e, c'est une décision qui doit être prise entre le couple. On ne se dispute pas dans des moments précieux. C'est-à-dire Shabbat, fête, vacances, mikveh, c'est des moments qu'on ne se dispute pas. Même si on n'est pas d'accord, même si on va dire, écoute, je ne suis pas d'accord avec toi, demain on va sortir les épées, ça sera mieux. Sur le coup, sur le moment, si on va commencer à se disputer, on n'aura pas de moment de qualité. On a parlé la semaine dernière. Le moment de qualité, c'est une des parties les plus importantes du couple. On a besoin au moins de ça. On ne se dispute jamais dans des moments précis. Il y avait un mari, on va l'appeler Rouven si vous voulez. Ils avaient une maison, lui et sa femme, une belle baraque, une belle maison. Et dans le jardin, il y avait un tronc d'arbre. Une fois en tournant, il est en train de se balader dans la maison, prendre un peu d'air, parce que c'est chaud. Il s'aperçoit que sur le tronc d'arbre, il y a beaucoup de clous plantés. Énormément de clous plantés. Donc il appelle sa femme et dit, écoute ma chère femme, qu'est-ce que c'est la première fois que je le vois? C'est quoi tous ces clous plantés dans l'arbre? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, sa femme elle lui dit, écoute, chaque fois que tu me vexes, et j'ai pas envie de répondre, je prends un clou et je le plante. Je prends un clou et je le mets dans l'arbre avec toute ma force, comme ça me prend un petit peu. Le mari retourne à l'extérieur, il commence à compter des clous et il devient tout rouge. Il a honte de tout ce qu'il a fait. Donc il va chez sa femme et lui dit, écoute ma chère femme, je m'excuse pour tout ce que je vais faire jusqu'à maintenant. Et je te promets de ne pas le refaire. Et à partir de maintenant, chaque fois que je vais réussir à te mettre en joie, une bonne acte, quelque chose de sympathique, un compliment qui sort de l'ordinaire, etc., j'enlève un clou. Est-ce que tu acceptes ou pas? Et sa femme, elle a dit, avec plaisir. Une période passe, une bonne matinée arrive, le mari sort dehors pour enlever le dernier clou, il n'y a plus rien. Donc il appelle sa femme, il dit à sa femme, voilà, bon Hachem, je réussis à réparer mes mauvais actes,
et regarde la preuve, il n'y a pas de clou. Et sa femme, elle lui dit, t'as raison. Mais regarde qu'est-ce qui reste dans le trou de l'or. Il reste toujours le trou. Même si les clous tu as enlevés, les trous il en reste. Quand on se dispute, même si après on va essayer de se réconcilier, les trous, les cicatrices dans notre cœur, ils vont toujours rester. On ne peut pas toujours le réparer. Pas toujours c'est possible. C'est pour cela que même si je vous dis maintenant que le dispute est important, avec la façon de faire, ça doit rester dans le conflit, pas dans les disputes. S'ils arrivent pour être une dispute, il faut faire attention avec les règles. Les gestes barrières, comme ils disent maintenant pour la corona, c'est des gestes barrières pour les disputes aussi. C'est des gestes barrières. Si on ne fait pas attention à ce sorte de gestes barrières, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'on fait un trou. Avec le clou, on fait un trou. Et même si le clou il va être enlevé, le trou il va rester. Il n'y a plus d'arbre. Il n'y a plus d'arbre. On va supposer que malheureusement, le couple n'a pas écouté ce chiot, malheureusement. Il n'y avait pas des personnes qui lui ont envoyé par WhatsApp. Et ils n'ont pas fait attention. Ils n'ont pas fait attention. Ils n'ont pas respecté les règles de gestes barrières. On a parlé un peu mal. On a mêlé le zoo entier. On a traité les parents dans des travails spéciaux, etc., etc., etc. On ne va pas trop rentrer dedans. Il faut se réconcilier. Le problème, c'est que la réconciliation, c'est très difficile. C'est très difficile dans les deux sens. C'est-à-dire, un mari qui a vexé sa femme. Il a discuté avec sa femme, il n'a pas fait attention, et sa femme, elle s'est vexée. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il doit venir demander pardon. Excuse-moi. Le mot, il est facile. On le dit tout le temps, hein, entre nous. On passe dans la rue, on croise quelqu'un, ah pardon, je m'excuse. Je pensais à ça. Je répondais à pardon, je m'excuse. Pas du tout. C'est comme si que je passe dans la rue, ici c'est pas trop courant, mais si vous allez dans les montagnes suisses, quand vous êtes dans la rue, vous croisez une personne, il faut dire bonjour. Et une personne qui ne dit pas bonjour, c'est une personne qui ne respecte pas l'environnement. Il ne respecte pas les gens, il ne respecte pas la pays suisse. Il faut faire très attention, c'est très important pour eux. Bonjour, buongiorno, et tout ce qu'il faut dire, il faut le dire, obligatoirement. C'est comme ça en Suisse. On passe dans la rue, on croise une personne, on a gêné un petit peu, on dit pardon. Est-ce qu'on pense en pardon? Pas du tout. Alors là, pas du tout. On essaie de discuter avec notre femme, avec notre mari. Il faut se réconcilier. Pourquoi je n'arrive pas à dire pardon? Pourquoi on n'arrive pas à s'excuser? Pourquoi? La gare. C'est la gare, c'est l'orgueil. Le fait que maintenant, je viens aller chez mon partenaire et je vais lui dire, je m'excuse, je demande pardon. C'est-à-dire que ma pensée ou mes pensées, ils étaient mauvaises. Ils n'étaient pas bonnes. C'est toi qui avais raison. Ah, c'est toi qui avais raison. Tu es mieux que moi. Tu es mieux que moi? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jusqu'ici, oh, pas exagéré. On touche pas mon orgueil quand même. Y aller demander pardon maintenant, ça veut dire me baisser très bas. J'ai reçu une phrase qui était très jolie. Je ne sais pas si je l'avais dit la semaine dernière ou pas. Le seul moment dans la vie qu'il faut baisser l'autre personne, c'est pour le ramasser, c'est pour de l'élever. Sinon, jamais. Mais nous, comment on le fait? On baisse tout le monde tout le temps, mais on ne s'abaisse jamais. Demander pardon. Pourquoi? Pour dire que j'avais tort, que j'ai pas raison, jamais de la vie, c'est moi qui ai raison. Pas seulement ça. Pas seulement ça. Je vais arrêter un instant le chou, je vais vous poser une question. Essayez, que ce sera dans le lieu de couple, que ce sera à la maison, que ce sera au boulot, que ce sera partout. Essayez de vous rappeler la dernière fois qu'une personne il est venue vous demander pardon. C'était quoi votre réaction à l'intérieur, dans votre cœur? Pas forcément dans la bouche, à l'intérieur, c'est quoi votre réaction?
Est-ce que c'était facile à accepter le pardon ou c'était le contraire? Mais t'as pas honte que tu... Pas forcément, je maîtrise, hein, je dis pas. Mais qu'est-ce que je pense à l'intérieur? À l'intérieur, qu'est-ce que je pense? J'ai gagné. J'ai gagné. Quoi encore? Le mépris, vous avez dit. Mépris. Quoi encore? Mais il a rien fait. Comment? Il a rien fait. J'ai rien fait, il Non, a rien fait? Il a rien fait. C'est de quoi il a rien fait? Bah, il s'arrête pas, il demande pardon, mais il n'y avait même pas lieu de demander pardon. C'est ça que tu penses? T'es gentil, toi. Parfois. Hein? Parfois, ça arrive. Ça Non, mais dépend. j'ai pas de vraies disputes, pas pour de vraies histoires, Ah. pas pour La colère, la colère. Non, non, mais vous On est en colère contre la personne. On est en colère contre la personne. Quand une personne vient nous demander pardon, notre réaction, même si on ne va pas l'exprimer, le problème que les êtres humains, ils ne voient pas seulement tout ce qu'on va exprimer, ils voient aussi qu'est-ce qu'on pense à l'intérieur. Même si on ne va pas exprimer notre réaction, dans la vérité, quand quelqu'un il vient me demander pardon, à l'intérieur, je suis très content, parce que je suis mieux que toi. Et la preuve, tu t'abaisses et tu demandes pardon. Deuxièmement, t'as pas honte de discuter avec moi. Troisièmement, mais c'est comme ça qu'on demande pardon. Il faut que tu t'en manges par terre pour demander pardon. Oui. Je peux continuer si vous voulez. Ça Parfois, veut c'est un dire que malentendu. finalement, hein, Parfois, c'est un malentendu aussi. ça peut arriver. Ça peut arriver, mais je parle de dispute. Parce qu'ils Donc, ça discutent, veut dire que- ils n'ont pas compris. Quoi. Je vois pas Ça très peut bien. être une vraie dispute, mais ils n'ont pas compris. Tout est possible. Mm. Tout est possible. Mais je parle d'un vrai pardon. En tout cas, j'ai l'impression qu'il doit me demander pardon. Vraiment. Donc, le pardon, demander pardon, c'est un problème de double sens, double face. Si on veut. C'est un problème de la personne qui doit demander et c'est la personne qui doit pardonner. La personne qui doit demander pardon, qui doit se faire pardonner, c'est problématique pour lui parce qu'il doit s'abaisser, ça il a pas envie. Et la personne qui doit pardonner, même quand il reçoit la demande de pardon, il n'accepte pas. Même s'il dit, d'accord, il n'y a pas de problème, j'ai oublié, tout est bien, c'est pas qu'est-ce qu'il dit qui compte, c'est qu'est-ce qu'il pense qui compte. C'est pas les paroles qui comptent, c'est le cœur. On l'a dit plusieurs fois, les êtres humains en sont les cœurs, en sont pas les paroles. Et si je sens que son cœur maintenant, il base, il mépris un petit peu, donc finalement maintenant, la prochaine fois que je dois demander pardon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai évité le chemin, je ne demanderai pas pardon. C'est-à-dire que pour demander pardon, il faut que notre partenaire sache, accepter le pardon. Ça veut dire quoi accepter le pardon? Ça veut dire comme ça. Quand une personne il vient demander pardon à quelqu'un, pour lui, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je viens demander pardon à une personne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'acte le plus difficile dans ma vie. Je m'abaisse jusqu'à par terre. Je me sens comme l'éponge, comme une serpillière devant une personne pour lui demander pardon. Ça, c'est mon côté. Et qu'est-ce que lui, il sent? Ça va, il a demandé pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne s'est rien passé. Il a juste demandé pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Hein. Je vois pas ça. Des choses qui ne sont pas pardonnables, je vois pas ça. C'est une autre chose. Il y a des choses qui ne sont pas pardonnables, c'est une autre chose. Ça a parlé à part. Pardon, en fait. Une personne demande pardon, tu es sûr qu'on ne peut pas pardonner. Dans les choses qui ne sont pas pardonnables, il y a une liste qui est très claire, mais c'est pas à parler dans un chiot, pas en public, ça c'est sûr. Et je parle pas de ça, je parle des disputes simples, normales, que tout le monde est en nom, et tout le monde, je parle pas des choses qui ne sont pas pardonnables, c'est une autre chose. C'est pas, je le dirai pas en public, jamais. C'est très particulier pour chaque personne, on va dire. Donc, quand je viens demander pardon, je me sens que j'ai fait l'acte la plus généreuse de ma vie. Que par contre, la personne que j'ai voulu demander pardon, qu'est-ce qu'il sent? Exactement l'inverse. Par rapport à tout ce qu'il m'a fait, c'est rien du tout. Qu'est-ce qu'il il a juste sorti pardon de sa bouche. Mais, pardon, je m'excuse, mais qu'est-ce qu'il a fait quand même? Une Comme ça, façon on a de trop de penser. Qui a raison? Non, il y a une façon de demander pardon. Il y a une façon, tu sens si Il a c'est demandé vraiment correctement. profond. Il a demandé correctement avec toutes les conditions. Qu'est-ce que tu as pensé la dernière fois qu'on a demandé pardon? Une personne qui est venue chez toi, il a demandé pardon avec tout son cœur, avec des larmes si tu as envie.
Qu'est-ce que tu as pensé dans ta tête? Ah, moi, j'ai pas eu ça, moi. T'as pas eu ça. Personne n'a demandé pardon. Hein. Personne. C'est Dieu seul le sait. Un temps vrai. Ouais. Attends, Non, mais c'est bien, ça veut dire que ta femme elle se dispute avec toi. C'est super. elle, C'est très bien. Elle se dispute pas avec toi. Bah, au rachat. Si on se rappelle bien de la dernière fois qu'on m'a demandé pardon, nous avons demandé pardon, on va bien faire attention à ça. En fait, nous on sent que la personne qui demande pardon, il n'a pas fait quelque chose d'énorme. C'est pas extra, c'est normal, c'est ordinaire. Il a fait un acte qui n'est pas très sympathique, donc il est venu demander pardon. Au contraire, par rapport à tout ce qu'il a fait, c'est rien du tout son pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Pour moi, il devrait maintenant ramener, je sais pas, un bouquet de fleurs qui coûte 500 € avec un petit cadeau à côté d'une bague avec un diamant qui coûte je sais pas combien. Au moins ça. Sinon, c'est pas vraiment qu'il demande pardon, hein? il y a des fois, malheureusement, il y a des personnes qui ne voient pas les bouquets de fleurs. Qu'il n'y a pas eu bouquet de fleurs. Non. Ouais. Parce que c'est des aveugles. Il y a des personnes, non, mais c'est vrai. Il y a des personnes qui rentrent qui ne voient pas les bouquets de fleurs. Tout peut arriver. Donc, on a un malentendu. Pourquoi on a un malentendu? Parce que lui, qui a demandé pardon, il pense qu'il a fait l'acte le plus généreux dans sa vie. Et lui, ou elle, qu'elle devait pardonner, c'était pas assez pour lui. C'est pour ça qu'on a un grand problème, une grande difficulté de demander pardon aux autres. On n'arrive pas à demander pardon parce qu'on sait très bien que notre demande de pardon, il ne va pas être accepté correctement. Et le fait que je sais qu'il ne va pas être accepté correctement, je n'ai pas envie de le demander. J'ai pas envie de le demander. Déjà de le demander, j'ai pas envie. Il allait demander pardon à une personne qui ne va pas accepter, il pense que j'ai rien fait par rapport à tout ce que j'ai fait avant. Encore moins que ça. Il y a un Rambam. Le Rambam, je vais vous dire ces mots. Il dit comme ça. Je trouve pas ces paroles, je l'ai écrit, je trouve pas ces paroles, c'est pas grave. Le Rambam il dit comme ça. Une personne qui vient demander pardon à quelqu'un d'autre, Velo yeh arzari. Il ne faut pas être cruel avec celui qui lui demande pardon. Velo yazgir lo chata'av leolam. Et je ne peux pas rappeler ses fautes toujours. Si j'ai pardonné quelque chose, je pardonne jusqu'au bout. Comme je disais avant. C'est pas possible qu'il me dise, tu sais, il y a 15 ans, chez mes parents, tu m'as pas dit bonjour une matinée, donc jusqu'à maintenant. Non. Si tu as pardonné, tu as pardonné. Tu peux pas répéter des choses qu'il a fait il y a 10 ans en arrière, tu as pardonné. Si tu n'as pas pardonné, dis-le. Écoute, pour ça, je t'ai pas pardonné. Ça, il faut que tu demandes encore pardon. Mais si tu as pardonné, il faut oublier. On ne peut pas toujours retourner en arrière, c'est pas possible. Par contre, le pardon, il doit être demandé à l'heure. C'est-à-dire, si je ne vais pas essayer de réconcilier mon partenaire, ma femme, mon mari, et le temps passe, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aurais plus du mal à demander pardon, je m'enfonce dans mes idées, et lui, ça va s'agrandir encore plus. Pas seulement, il ne me demande pas pardon, pas seulement ça, il est tranquille. Pour lui, tout va bien. Il n'est même pas prêt à demander pardon. Donc, pas seulement, il ne vient pas demander pardon, il méprise tout ça. Pour lui, c'est une histoire qui s'est passée quand on sait qu'il n'y a rien eu. Donc, c'est encore plus grave. Et quand tu veux venir demander pardon plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Il faut demander de pardon. Premièrement, pour tout ce que j'ai fait, et deuxièmement, pour l'attente. Attends, ça fait quand même 4 ans que j'attends que tu demandes pardon. C'est quand même un peu trop. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un article. Il y avait quelqu'un qui a écrit un chiour. Là-bas, il a amené. Au début, j'avais du mal à croire. Donc, je suis parti vérifier est-ce que c'est une vraie histoire ou pas. En Japon, il y avait un couple que pendant 20 ans, le mari, il n'a pas sorti un mot pour sa femme. Il n'a pas parlé avec sa femme un seul mot. Rien.
Et sa femme, pendant 20 ans, elle a essayé de parler avec lui, il ne répondait pas. Il a basé. Pendant 20 ans. Après 20 ans, les enfants, ils ont essayé de faire un peu de paix entre eux. La première phrase que le mari a sortie à sa femme, il a dit, premièrement, tu as très bien élevé les enfants. Et deuxièmement, je ne t'ai pas parlé parce que tu t'es occupé des enfants plus que moi. Donc je Tu peux t'aime. demander pardon à ça, hein? Donc je t'aime. Donc je t'aime, c'est une façon de parler. Donc je t'aime après 20 ans de ne pas parler. Et on a du mal, Eric. Hein? Il n'est pas Là, divorcé. on a du mal. Il n'était pas divorcé. Non, il n'a pas dit ça. C'est encore mieux. Mais il faut hacher les mains. Il faut acheter. Est-ce qu'il peut demander pardon à ça? C'est dire, plus on tarde, plus on attend, plus on ne le fait pas à l'heure exacte, plus ça devient encore plus compliqué. La Gemara Nida, elle amène une chose pareille. La Gemara dit comme ça. Pourquoi l'homme, il accepte la réconciliation et la femme, elle n'accepte pas? Et la Gemara, elle répond. Chaque personne, d'où il vient. Et Rachid explique, l'homme, il vient d'où? De la terre et de l'eau. C'est des matières souples. Donc, il va être réconcilié plus facilement. Et la femme, elle vient d'où? De la côte. C'est des os. Les os et les guidim, les nerfs. Les os et les nerfs, c'est une matière dure. Oh. Donc, c'est beaucoup plus dur pour elle de réconcilier. Il y a une autre explication. Peut-être on peut le rentrer dans Rachid, peut-être non. Mais sinon, c'est pas très grave. L'autre explication, c'est-à-dire, chaque personne de l'endroit qu'il était créé. Ça veut dire quoi l'endroit qu'il était créé? C'était quoi le but de création de l'être humain dans ce monde? On a parlé déjà une fois. C'est pour arriver à quelque chose. Et on a parlé dans les choses de différence entre hommes et femmes. Chaque personne, où il doit arriver. L'homme, déterminé, réfléchi, on peut l'appeler ministre de l'extérieur. Que par contre la femme, sentimentale, une autre manière de réfléchir, beaucoup plus de souplesse, on peut l'appeler ministre de l'intérieur. Chaque personne son endroit. C'est pour ça un homme, on a parlé déjà, il voit la vie entière, noir et blanc. Oui, non. Positive, négative. Tu m'embêtes, laisse-moi tranquille, je reviens dans une demi-heure. Il y a un conflit, je sais pas, laisse-moi, j'en reviens. Que par contre une femme, on en a parlé déjà, ça marche différemment. Une femme, elle rentre dans l'histoire. L'imagination, ça prend des formes qu'on n'arrive même pas à s'imaginer. Nous, les hommes. C'est normal, c'est comme ça. C'est pour ça un homme, il peut être réconcilié très facilement. Pourquoi? Il ne s'est pas vexé profondément. Que par contre la femme, elle est partie déjà 5 étapes plus loin. Oh. Donc quand elle se vexe plus profondément. Et au moment qu'elle se vexe plus profondément, quand je viens réconcilier une femme, je dois le faire profondément. Parce que c'est là qu'elle était vexée. C'est pas seulement l'enveloppe, c'est pas seulement l'extérieur, c'est le cœur qui était vexé. C'est le trou qui va rester. Donc c'est pour cela que je dois travailler encore plus pour les réconcilier correctement. Pour faire une petite conclusion, surtout le shiur, une dispute, c'est évitable. Un conflit, c'est inévitable. Pourquoi? Parce qu'on a deux pensées différentes. Et c'est normal. Chacun y pense différemment. Est-ce qu'il y a un conflit, il va devenir une dispute? C'est que nous qu'on va décider. Ça dépend comment on va se comporter. Et est-ce qu'il y a une dispute, elle va être définitive, ou bien ça va être une dispute des adultes? C'est pareil, c'est nous qu'on va décider. Si on va respecter les gestes barrières,
les règles qu'il faut respecter, ça restera dans la dispute et pas au-delà. Que par contre, si je ne vais pas respecter les règles de base, ça peut aller très loin. Si on se disputait, on est obligé à se réconcilier le plus vite possible. Plus le temps passe, plus ça va être difficile de le faire. Notre problème, c'est qu'on pense que si on va demander pardon, on s'abaisse. Et c'est pour cela qu'on n'arrive pas. Mais dans la vérité, c'est l'inverse. Pourquoi? Tant qu'on ne demande pas pardon, qu'est-ce qui se passe? On s'éloigne. De plus, en plus, en plus, en plus. Et il n'y a rien qui va nous rapprocher. Pourquoi? La femme, avec son imagination, on est déjà divorcé. L'homme, avec son côté déterminé, j'ai pas envie, des casse mon tête. Non, on est loin. Que par contre, si on demande pardon à l'heure, correctement, bien sûr, on va tout de suite rapprocher encore plus. Parce que le fait qu'une personne, il s'abaisse pour son partenaire, il montre son importance pour son partenaire. Il montre que son partenaire, sa femme, son mari, se compte beaucoup. Il est prêt à s'abaisser, même si c'est très dur pour lui, pour que son partenaire il va être content. Donc il a fait un geste pour son mari, sa femme. Donc, si on a dit avant que le but des disputes, c'est le rapprochement qui peut arriver après, ce rapprochement il peut arriver seulement si on va faire la réconciliation correctement. Mais si par contre on va traîner, on va négliger, l'affaire va monter de plus en plus. Et quand l'affaire va monter de plus en plus, là on arrive des choses impardonnables. Là on arrive sur des choses qui sont beaucoup plus difficiles de demander pardon et d'accepter le pardon. Bezrat Hashem, on espère que tout ça, ça va nous expliquer un petit peu chaque personne par rapport à son couple, mais c'est pas seulement ça. On est juste avant Rosh Hashanah et Kippour. Juste avant, on est à Tammuz, c'est dans 2 mois. 2 mois, ça passe très vite. Demander pardon, c'est aussi par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est pas la même communication, je suis d'accord. Mais demander pardon profondément, c'est la seule moyen comment on pourra, Bezrat Hashem, avoir une année, une bonne année, Ouais. avec des bonnes choses, Amen. et avec des bonnes nouvelles à tout le monde. Bezrat Hashem. Amen.